Thibaut Tournery, bonjour évidemment. Bonjour, again. Tu as écrit un article il n'y a pas très longtemps qui fait suite à un live que nous deux on a fait sur Twitch, sur ma chaîne Un des Jeux, et il se trouve que une question qui est venue pour le format radio, qui est vraiment un sujet qui va être important parce que encore aujourd'hui on a des appels d'offres, des institutions qui aimeraient avoir la notion de jeu sérieux. Et certaines commencent à éviter l'appellation jeu sérieux. On va avoir juste on aimerait un outil ludique. Est-ce qu'on peut justement discuter de cette notion de jeu sérieux ? Qu'est-ce que c'est jeu sérieux ? Ouais, le jeu sérieux, donc le serious game, le terme consacré est souvent en anglais. C'est vrai que c'est un terme que moi-même j'ai découvert alors même que j'y étais pas préparé, puisque de formation je suis plutôt orienté pub et animation à l'origine, puis j'ai tout de suite mis les pieds dans les industries du temps réel, donc le jeu vidéo et les applications. Donc là vraiment soit des outils utilitaires, soit vraiment des jeux au sens du loisir, des loisirs numériques. Et puis en fait très rapidement, je me suis retrouvé à la jonction des deux, tout simplement, où il y a cet entre-deux qui est une industrie à part entière, énorme, très très variée en termes de thématiques, qu'on appelle, de façon totalement fourre-tout, les serious games. Et en fait, les serious games, alors déjà c'est assez rigolo, si on demande à déjà Google, avant même l'émergence des IA, mais vous demandez à ChatGPT, il vous donnera la même réponse, Wikipédia pareil, vous demandez ce que c'est un serious game, il va vous dire eh bien, c'est un oxymore pour désigner, du coup, des jeux à portée sérieuse, donc à portée pédagogique, médicale, d'analyse, de formation, de tout ce que vous voulez. En gros, c'est l'art d'accoler des thématiques très très sérieuses à un truc qui ne l'est pas du tout, le jeu. Pareil, gros fourre-tout s'il en est. Et c'est ce qu'on avait discuté dans la première partie, la rétrospective de finalement cette opposition. En quoi c'est un oxymore de dire jeu sérieux ? En fait, c'est une perception très moderne, très récente dans l'histoire, et qui, même quand on la pratique, fait état d'un espèce de malaise, d'une espèce d'incompréhension qu'on a à l'heure actuelle sur le sujet. C'est que, finalement, quand on a des clients qui viennent nous voir pour nous dire, on voudrait faire... Ils vont pas dire le mot jeu. Ils vont essayer de l'éviter au possible, ou alors ils vont foncer dedans et du coup ne pas utiliser le mot sérieux. Mais les deux en même temps, jeu sérieux, ou alors ils vont le dire en anglais. Ça c'est typique French, voilà. Le français va passer par l'anglais pour ne pas dire le jeu sérieux. Mais généralement, ils vont demander un outil pédagogique, ils vont demander une thérapie ludique, ils vont paraphraser tout ce qui est possible de paraphraser, mais dire jeu sérieux, il y a quelque chose, ça rappe, ça loupe. Et c'est très rigolo parce que ça fait pas vraiment de sens, mais c'est une opposition qui vraiment va venir amener un peu le côté délicat de cette industrie, qui est assez méconnue du public, et on va, je pense, ensemble voir pourquoi. Parce que, effectivement, c'est, pour moi, serious game, c'est le terme qui se trimballe son propre boulet, sa propre chaîne au pied de cette apparente contradiction. Mais l'appellation Serious Games, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est extrêmement récente, très moderne, ou est-ce que ça fait partie de ces appellations, de ces expressions qui des fois trouvent son origine presque dans les années 50, c'est-à-dire même avant que nous on parle même de jeux vidéo ou de quoi que ce soit? Ouais. Alors, c'est une appellation qui reste quand même assez moderne dans le sens où elle a moins d'un siècle, ça date des années 70, le terme serious game, au sens moderne où on l'entend, vraiment. Et c'est quelque chose qui a pris son essor en tant qu'industrie, vraiment avec l'apparition de l'informatique et du numérique, même si la pensée derrière existait déjà. L'outil informatique a véritablement transformé la pratique de ce secteur, l'a formalisé vraiment sur la perception moderne qu'on en a. Mais c'est quelque chose qui finalement est assez jeune et en même temps qui est dans une ère qui évolue très vite, vraiment très très vite. Et c'est ce qui fait que elle est déjà un peu vieille et désuète en fait, cette appellation de serious game, parce qu'elle est déjà porteuse dès le début de certaines contradictions,
Et très rapidement, comme le secteur évolue très vite, et que la science à côté aussi évolue très très vite, le regard de la société sur les serious games, finalement, le train n'a pas été attendu, et à l'heure actuelle, la question se pose de vraiment l'état actuel du secteur du serious game. Est-ce que le terme est encore vraiment pertinent, finalement? Ouais, parce que justement, on a des institutions, je pense notamment à certaines médiathèques, qui vont utiliser des outils ludopédagogiques, n'est-ce pas, C'est donc ça, les pour ne fameux, pas dire serious game. pour ne pas dire serious games, mais ce qu'il y a, c'est que ces médiathèques-là, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont entraînées. Il y en a beaucoup qui, je pense notamment à certaines fois où j'ai tourné un petit peu avec l'éducation média, où en fait tu te rends compte que les personnes qui sont en médiathèque, en fait elles codent sur Unity. Enfin, il y a vraiment un intérêt pour le jeu vidéo qui dépasse très largement simplement le fait de savoir qu'il y a une PS5 après la PS4, quoi. Enfin, voilà, il y a une vraie connaissance quand même du secteur. Et c'est vrai que même maintenant dans les lycées, c'est assez fréquent de voir des boîtes de jeux de société. Donc il y a quand même cette espèce de... Dans les CDI, on sent aussi le côté... je vais quand même mettre 2-3 jeux là, on sait jamais... Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait, à ses débuts, vraiment, le serious game se pensait et s'imaginait d'un point de vue social et productiviste, commercial, et, comme un vrai secteur industriel qui ne pouvait que supplanter l'industrie du loisir. Le loisir était un sous-secteur du jeu sérieux et pas l'inverse. Alors c'est très rigolo parce que dans les faits, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le secteur purement du loisir a complètement supplanté le serious game d'un point de vue commercial, technologique et social. Si bien qu'à l'heure actuelle, si on demande à n'importe qui du grand public déjà s'ils savent ce que c'est que le serious game, la plupart des gens n'en ont pas la moindre idée. Et les quelques personnes qui en ont connaissance, généralement vont voir ça comme une espèce de niche, de sous-secteur du secteur vidéoludique ou du secteur ou des secteurs sérieux auxquels ils appartiennent, comme étant une espèce de finalement d'outil un petit peu dans le fond là qu'on a dans un tiroir mais on sait pas trop quoi en faire. Parce que personne n'a le mode d'emploi finalement. Donc c'est très rigolo de voir que vraiment entre l'idée qu'était le serious game et la réalité de ce qu'il est concrètement, il y a un monde entre les deux. Et effectivement aujourd'hui, l'aspect purement ludique qu'on déconsidérait et qui en a pris pour son grade, je veux dire, n'importe qui ayant traversé les années 80, 90, 2000 a vu le nombre de balles perdues que le jeu vidéo, le jeu de rôle, les jeux en règle générale se sont pris secteur après secteur, mais ça n'a finalement abouti à rien de ce côté-là, puisque c'est des industries qui se portent bien, qui sont socialement de plus en plus admises, parce que finalement, loin des discours alarmistes, finalement ce sont des activités tout à fait saines du moment qu'on ne déborde pas avec, comme toute activité, c'est toujours pareil, le poison c'est le dosage, Et à côté de ça, le serious game, lui, pendant ce temps, il a juste... il s'est invisibilisé. Il n'est considéré que vraiment comme une espèce de sous-catégorie, dont même les professionnels n'ont pas toujours conscience de l'existence. C'est dire, moi je sais qu'à mes débuts, ça fait quand même 15 ans que je pratique le serious game, très souvent, même des clients qui viennent avec le besoin d'un serious game ne savent pas le nommer et ne savent pas vraiment de quoi ils ont besoin en fait. Et très souvent, ils vont justement être dans cette espèce d'entre-deux en apprenant l'existence de ça, en se disant ok, donc on va faire un truc sérieux, mais c'est un jeu. Alors là, c'est le moment où ça bloque généralement dans leur tête, parce qu'il y a vraiment mais on va faire les deux en même temps, ou on va alterner les deux. Oui. Le fait que ça puisse être un jeu sérieux d'un seul tenant, c'est très très compliqué de le faire entendre. Si on alterne les deux, un des exemples, c'est Medal of Honor en première ligne, notamment, ou Medal of Honor Resistance surtout. Pour ma part, c'était PlayStation 1, où on incarne une résistante qui passe de niveau en niveau, donc on est sur de la première personne, mais à chaque fin de chapitre, tu as un mini documentaire sur la thématique dans laquelle tu as joué. Et donc là, pour le coup, techniquement parlant, on pourrait dire qu'on alterne les deux. Ouais. Mais des exemples où on fait les deux en même temps, c'est vrai que... Alors, en fait, c'est ça le problème, c'est que dans le serious game, il y a vraiment cette notion de segmentation, de séparation. Tu as pris Medal of Honor comme exemple, mais on peut prendre un truc encore plus connu et plus tout public, Adibou. Je viens de recevoir un message du chef du pays de la musique.
Il a besoin de notre aide pour réparer une grosse bêtise de Bouzigouloum. Je suis bien content que tu viennes avec moi. Nous allons faire une bonne équipe. Le bon vieux EduGame par excellence, le jeu éducatif sur CD-ROM, pour ceux qui l'ont connu, où on a les contenus pédagogiques et les mini-jeux, mais on a rarement les deux ensemble, même s'ils ont une direction artistique commune, ils ont une espèce de cohérence d'ensemble dans l'univers à 10 bouts. Malgré tout, il y a quand même le côté, il y a les exercices, le sérieux d'un côté, et les temps de récompense et de loisirs de l'autre. Et en fait, la plupart des jeux éducatifs étaient dans cette vibe-là, d'avoir vraiment d'un côté le contenu qu'on veut apporter à l'enfant, et de l'autre, le contenu qu'on lui accorde. Comme une espèce de petite carotte, pour dire « Mais non, t'es pas du tout en train de faire tes devoirs !» Et vraiment, ça, on le retrouve, et c'est un énorme problème, parce qu'en fait, du coup, les deux n'arrivent pas à coexister. Les cas où les deux coexistent réellement, on le verra plus tard, parce que justement, ce sont des cas rares, et qui ont tendance justement à tuer le concept même de serious game. Les serious games, eux, ils ont vraiment un double problème. Le premier, c'est que quand on annonce l'aspect sérieux à un joueur, du coup, il va pas avoir l'impression de jouer. Et déjà, les gamins sentaient le coup en traître. Alors, on n'avait souvent pas trop le choix, parce qu'on n'avait que ça sous la main. C'était le seul CD-ROM qu'on avait à la maison. C'était parce que, du coup, si on voulait jouer, il fallait qu'on fasse les exercices d'abord. Donc, on se pliait à l'exercice de plus ou moins bonne grâce. Et même si aujourd'hui, on en sourit avec une certaine nostalgie, clairement, déjà à l'époque, si vous laissiez le choix entre un jeu et un jeu éducatif, le gamin, il allait sur le jeu. Le jeu éducatif, c'était un peu la double peine, quoi. Donc clairement, il y avait déjà cette notion-là, et en fait, c'est très simple à comprendre, c'est que un jeu, véritablement, ça repose sur différents concepts qui sont centraux pour que l'activité ludique fonctionne, et dans ces concepts, il y a deux points essentiels qui sont l'agentivité et les motivations intrinsèques. Donc l'agentivité, pour le faire très simplement, c'est quand vos actions sont libres et ont des conséquences mesurables et perceptibles dans ce système dans lequel on vous laisse évoluer. Entre guillemets, ça veut dire que quand vous êtes dans un système d'expérimentation, que ce soit un jeu ou un exercice ou peu importe, c'est que ce que vous faites dénote d'une certaine forme d'autonomie. Vous avez des choix libres, et vos choix et vos actions ont des conséquences que vous pouvez percevoir. Donc, vous vous sentez comme un acteur de ce que vous faites. Vous n'êtes pas juste en train de tirer le fil de ce qu'on vous demande de faire. De l'autre, il y a une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que vous venez vers le jeu parce que vous en avez envie et parce que vous avez des intérêts personnels à aller vers cette activité-là. Et le problème, c'est que dès qu'on dit sérieux devant le jeu, généralement, l'agentivité, elle se rétrécit comme peau de chagrin parce qu'on va vous demander de faire une chose d'une certaine façon avec très peu de liberté. On va faire un exercice. Et qui plus est, on va y accoler des motivations qui sont externes à vous. On va vous dire que c'est bon pour vous, c'est pour les bonnes notes, c'est pour l'apprentissage, c'est pour avoir un bon salaire, c'est pour... voilà. On va vous agiter tout un tas de carottes, mais elles ne viennent pas de vous, ces motivations. Et là, du coup, si on fait ça, on a déjà tué le jeu dans l'œuf, en fait. Parce qu'on n'est plus dans le fait de faire un jeu, on est dans le fait d'accomplir une tâche. Et ça, psychologiquement, c'est très différent. Disons que ça va à l'opposé. Déjà, en termes de logique, en termes cognitifs, on va avoir l'un des biais qui va fonctionner, ça va être celui de réactance, où la réactance, c'est une réaction négative à la sensation de privation de liberté. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être et très très sûrement vécu au travail notamment, ou même à la maison, quand on vous demande de faire quelque chose que vous comptiez faire. Ça va vous agacer parce que vous comptiez le faire. Mais maintenant, c'est pas que vous avez plus envie, c'est qu'à un moment donné, il y a une partie de vous qui résiste en disant ouais, super, ouais, j'avais prévu de jeter les poubelles. Ouais. Et de l'autre côté, on a cette espèce de sensation à la découverte d'un jeu qui peut potentiellement disparaître, comme tu dis. Si je prends par exemple Skyrim, bord de ciel, où d'un coup on vient de faire le tutoriel, ça y est, on a l'entièreté du monde à découvrir, ça va pas être la même si en fait, d'un coup on sait que c'est un jeu sérieux, ça veut dire qu'on essaye de nous amener quelque part finalement. Ouais. Se amener quelque part, justement, cette finalité que le sérieux apporte, cette justification que le sérieux apporte pour dire qu'il est plus qu'un jeu, c'est effectivement ce qui va provoquer le plus souvent, comme tu disais, la réactance à différents degrés.
Un cas extrêmement concret là-dessus, tu parlais de Medal of Honor, moi je vais te parler d'un jeu qui a encore plus été clivant, ça a été America's Army. Donc, l'armée américaine, littéralement le titre du jeu ça dit tout, et qui lui ne se vendait pas seulement comme un jeu vidéo, il se vendait comme étant un outil de promotion, de propagande, disons-le clairement, pour le recrutement de l'armée américaine. Et il était tout à fait honnête là-dessus, on ne peut pas leur enlever qu'ils étaient transparents sur le sujet. Mais à une époque où les Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor avaient le vent en poupe, on pourrait se dire que du coup c'est bon, c'était juste un énième jeu sur la guerre. Bon, spoiler alert, ça s'est pas bien passé pour America's Army, précisément parce que beaucoup de joueurs ont eu un effet de réactance très violent vis-à-vis de ce jeu, parce que d'un seul coup, on leur proposait plus un jeu de simulation où on s'amuse sans conséquence de la guerre, où on ludifie le sujet mais où on garde une distanciation et une forme de fiction assumée vis-à-vis du sujet. Là, on était clairement, je suis dans un simulateur de recrutement de l'armée américaine. Avec tous les questionnements que ça pose, et du coup je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de me former et de suivre la propagande de l'armée américaine. D'un seul coup, la notion de jeu, elle vole complètement en éclats, et c'est ce qui fait que ce jeu a eu, du coup, une réception très très ambiguë, alors que dans le principe, pour l'époque, c'était clairement un Call of. C'était Call of Duty, ni plus ni moins. Mais d'un seul coup, la thématique sérieuse a vraiment levé une barrière. C'est dingue parce que paradoxalement, à côté de ça, on a la saga des Arma, qui elle va être très simulationniste, où justement on va presque prendre plaisir. Alors en plus, j'allais presque dire à l'heure actuelle par rapport au conflit, mais en réalité dans le monde, il n'y a aucune heure où c'est approprié finalement de se dire qu'on s'amuse finalement à ce genre d'exercice. Et pourtant, il y a cette idée de chercher à progresser le plus efficacement possible sur une cible qui vous laissera aucune marge d'erreur, des cibles contrôlées par l'IA du jeu les trois quarts du temps. Et c'est vrai que ça, normalement, ça aurait dû déjà servir. On a notamment des propos comme Opération Flashpoint côté guerre, où on a pareil le côté soldat entre eux. Et moi d'ailleurs ça m'avait choqué de voir, parce qu'il y en a un qui se passe au Moyen-Orient, et j'avais été choqué justement de voir que quand on débarque dans le village, toutes les personnes qu'on va croiser sont des cibles hostiles. Il n'y a pas de civils. Donc c'est quelque chose qui m'avait énormément choqué à l'époque. Arma, malgré tout, te laissera le bénéfice du doute sur la fiction. Même si ça reste un simulateur assez avancé de guerre, de choses comme ça, etc., malgré tout, ça reste une fiction qui s'assume comme une fiction. L'endroit n'existe pas. Voilà, ouais. Cette barrière-là, c'est un des troisièmes points vitaux du jeu. Le jeu, c'est un espace dans la psychologie humaine, c'est un phénomène dans la psychologie humaine qui nécessite d'être une expérimentation dans laquelle on se sent en sûreté. Pas seulement en sûreté physique, mais en sûreté émotionnelle et psychologique. Il y a donc une nécessité de la fiction pour pouvoir être dans un état de jeu, parce que le jeu doit être inconséquent. Sauf que quand on vous dit que vous vous entraînez pour être recruté par l'armée américaine, c'est pas du tout sans conséquence. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et pour aller dans l'exemple inverse maintenant, de jeux sérieux qui ont eu au contraire une très faible réactance, mais qui ont quand même échoué malgré tout, on peut citer dans les jeux médicaux. Parce que le jeu médical, justement, lui, il a une portée sérieuse totalement avérée, qui va clairement avoir un côté motivation externe, parce qu'il y a quand même une injonction médicale dans le sens où, certes, c'est pour votre bien-être, mais vous le faites par ordre du médecin, selon des contraintes médicales, etc. Donc il y a quand même un côté très contraint, qui va effectivement tuer l'agentivité, qui va énormément restreindre l'aspect ludique, pour des besoins évidents. Mais justement, c'est aussi ce qui va un petit peu réduire la réactance, c'est que là, on reconnaît clairement le bénéfice de cette contrainte. Le côté sérieux, il est contraignant, mais il est contraignant parce qu'il m'est bénéfique à moi. Parce que je vais prendre soin de ma santé, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc la réactance est moins forte. Malgré tout, le jeu, par contre, lui, il prend toujours la triple peine dans la tête, puisque vous n'êtes pas vraiment libre, vous n'êtes pas vraiment autonome, vos propres motivations sont toujours secondaires par rapport à celles qu'on vous impose techniquement, et vous êtes du coup plus un patient qu'un joueur à proprement parler. Et malgré ça, du coup, même de très bons serious games, qui ont des effets mesurés, qui ont passé des tests cliniques, qui ont apporté un vrai apport
pour la personne qui joue, ne sont pas considérés comme des jeux par la personne qui joue. Parce qu'ils n'en sont pas vraiment. C'est le cas en s'éloignant du côté médical, mais en allant vers le côté pratique physique, Ring Fit, où quand on va jouer, même s'il s'agit d'un jeu où en fait votre manette c'est un anneau justement qui va vous permettre de faire du squat, mais aussi de faire d'autres choses puisque ça capte le mouvement. Vous allez avoir un jeu avec notamment des boss à vaincre et vous allez devoir faire les fameux exercices physiques dans l'idée d'avancer dans le jeu. N'empêche que quand vous jouez à Ring Fit, en réalité, vous y jouez pour faire de l'exercice physique et pas pour jouer au jeu lui-même. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que justement, ça va m'amener sur un autre exemple qui, lui, va retourner la chose. C'est-à-dire, on a parlé du problème quand le sérieux vient tuer le jeu. Et il y a aussi le problème inverse, quand le jeu vient décrédibiliser l'aspect sérieux. Là, tu as parlé de Ring Fit, qui s'assume comme étant un jeu, mais qui a le but de vous maintenir en forme. Donc clairement, il assume son côté sérieux. A l'inverse, on a eu un jeu commercial qui a excessivement bien marché, très joli coup de com', encore une fois de la part de Nintendo, comme souvent. C'est les fameux exercices du Dr Kawashima, qui a été une petite bombe ludique, qui a fait son effet, et qui, lui, dans toute sa communication, s'est avant tout proposé d'être quelque chose de fun, quelque chose du genre de loisir, et qui, par un effet secondaire heureux, alors que c'est pas du tout le cas, est là aussi pour prendre soin de votre cerveau, de rajeunir votre cerveau, c'était l'expression consacrée à l'époque, ça ne veut strictement rien dire. Mais voilà, bon, c'est mercantile. Mais ça a très très bien marché parce qu'effectivement, il faisait avant tout passer le côté ludique et rajouter comme une cerise sur le gâteau son côté sérieux. Et là, du coup, on est dans le problème inverse, c'est que le côté sérieux n'a pas du tout été pris au sérieux. Et son usage, finalement, de serious game qui aurait pu être très intéressant, parce qu'il avait effectivement des effets à mesurer. Alors, il y a beaucoup de trucs qui n'avaient pas de réel effet, c'était plus de l'habillage qu'autre chose, mais il y a des exercices qui étaient vraiment de très bons exercices pour entraîner la mémoire, etc. Et plutôt que d'essayer, du coup, de se propulser dans le champ de la recherche médicale sur les effets concrets, comme il est arrivé par le secteur ludique, la recherche l'a un peu regardé, vite fait. Il y en a qui l'ont fait, mais on aurait pu s'attendre à ce que vraiment ça puisse donner un énorme point d'entrée à la recherche dans ce secteur-là, très modéré en réalité. Et on a un autre exemple encore plus criant, où là c'est la science qui a proposé un jeu, qui a proposé tout simplement de venir faire du séquençage sous forme ludique pour essayer des molécules. Ça a apporté des fruits énormes, puisque l'étude qui en a découlé a montré que, en l'espace de seulement quelques jours, des centaines, voire des milliers de personnes ont permis de résoudre un problème qui durait depuis plus d'une décennie. Voilà, donc une excellente démonstration, s'il en est, du pouvoir aussi que peut avoir l'expérimentation de masse à travers le ludisme. Le problème, c'est que donc, le résultat est tombé, le résultat était excellent et très pertinent, mais il a mis du coup des années et des années à être pris au sérieux dans le secteur et à ne pas se faire systématiquement démonter pour ses biais méthodologiques parce qu'il avait été passé par un jeu. C'est incroyable. Et c'est très dommage. Alors, c'est normal, ça prend toujours du temps de valider des résultats, mais là, clairement, il a accusé d'un retard de prise en considération parce qu'il était un jeu. Alors, c'est de la science-fiction, mais justement, aujourd'hui, plus que jamais, quand on parle au corps scientifique, on a des gens qui en fait ont été bercés par la science-fiction, on a des gens qui ont en plus été amenés à soit jouer aux jeux vidéo, etc. Mais il y a ce côté, dans Stargate Universe, le personnage de Ellie est justement sélectionné par rapport à un problème mathématique qu'il arrive à résoudre, mais sans le savoir, puisqu'en réalité il joue à un jeu vidéo. Et que dans le jeu vidéo, on a les paramètres de ce problème mathématique, et que justement il arrive à la fin où le jeu plante, mais en réalité pas du tout. C'est juste que l'armée américaine vient le chercher puisqu'il a résolu un problème très très vieux. Ouais, mais c'est quelque chose qui a existé plusieurs fois dans l'histoire de la science en fait, et c'est vrai que c'est encore une fois, quand on joue, on fait des choses très très sérieuses, mais sans se mettre la pression que c'est sérieux. Entre autres parce que justement, on est en sécurité. C'est inconséquent de jouer
alors même qu'en réalité, le jeu va avoir des conséquences réelles sur qui on est, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, les capacités qu'on développe. Mais dans l'instant, on ne se met pas en danger avec un jeu. Le jeu, c'est un territoire qui permet, depuis toujours, et même dans le règne animal, d'expérimenter les choses en vue derrière, de les pratiquer peut-être plus sérieusement. Donc en réalité, le jeu et le sérieux ont toujours été très connectés. Mais quand on parle de jeu sérieux dans l'ère moderne, on essaye de les opposer, on essaye de les séparer, et c'est ce qui fait que les serious games, à chaque fois qu'on a du coup des clients ou des joueurs qui s'intéressent au sujet, on se retrouve finalement dans cet entre-deux où d'un côté, le parti institutionnel, sérieux, la médecine, les sciences, regarde le jeu d'un mauvais œil, comme n'étant pas suffisamment sérieux, les joueurs regardent les serious games comme étant trop sérieux et pas assez fun. Finalement, c'est un peu le pire des deux mondes, au lieu d'être le meilleur des deux mondes. Et du coup, c'est là où il faut aller chercher, il faut aller gratter un peu ce vernis, comprendre pourquoi ce secteur peine à être visible, pourquoi tout le monde finalement le garde dans un coin sans trop savoir quoi en faire. Et les rares cas qui arrivent à émerger de ça et à en sortir quelque chose de bénéfique, ce sont précisément ceux qui arrêtent d'employer le terme serious game. Parce que là, actuellement, on a serious game qui commence à être une expression datée, on a les outils ludopédagogiques et on a tout simplement les jeux. Où est-ce qu'on mettrait le curseur, une institution par exemple qui souhaiterait promouvoir une thématique patrimoniale ou peu importe? Où est-ce que, selon toi, qui a 15 ans d'expérience là-dedans, on devrait mettre le curseur? Pour moi, le curseur, à l'heure actuelle, il est sur, comme tu disais, le ludopédagogique. Ça rassure les institutions, mais en réalité, c'est juste du paraphrasage et les joueurs en ont bien conscience. Et donc, ils voient quand même qu'il y a une quenelle derrière. Ils sentent venir le truc. En réalité, le curseur, c'est qu'il faut arriver à se remettre dans la tête qu'il n'y a rien de honteux à dire qu'on va jouer, qu'on fait un jeu. Vraiment, purement et simplement, il faut parler de jeu, il faut assumer ce côté-là. Et que ce jeu, en réalité, est un énorme bagage pédagogique, historique, tout ce qu'on veut, etc., c'est pas un problème en soi. Mais voilà, on pourra rentrer plus en détail une prochaine fois, parce que là, on va rentrer dans un champ assez récent, assez moderne, justement, de ces jeux qui ont réussi à trouver un entre-deux en ne parlant pas de leur côté sérieux, mais en l'assumant complètement dans la conception du jeu. C'est pas vis-à-vis de la communication qu'on fait au public qu'il faut parler du sérieux. Le sérieux, il est dans la conception du jeu lui-même. Il est dans son intention de base. Et c'est pour ça que pour moi, le serious game doit mourir de sa belle mort, arrêter d'être employé pour parler de ce qui est vraiment, à savoir le design intentionnel. En tout cas, merci beaucoup Thibaut Tournery. Encore merci à toi de m'avoir accueilli pour l'émission. Avec grand plaisir. On retrouve ce qu'on dit là et plus, notamment avec ton article qui est paru sur LinkedIn en suivant le compte du coup de Thibaut Tournery Bachel. Et de l'autre côté, évidemment, sur la chaîne 1 des jeux où il y a nos 3 heures d'échange. Nos 3 heures d'échange. Avec nos exemples. En tout cas, à très bientôt Thibaut pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Oui, à très bientôt. Bonne journée.